Merci Madame la Présidente. Messieurs les co-rapporteurs, chers collègues, 6 mois après l'adoption de la loi d'accélération des énergies renouvelables, une mission d'application a été installée afin d'examiner si l'ensemble des actes réglementaires prévus par la loi ont été pris, et j'en profite pour remercier les deux administratrices qui nous ont beaucoup aidés dans ce travail. Au regard des travaux que nous avons menés, un premier constat s'impose. Si cette loi devait être une loi d'accélération, celle-ci ne s'est pas traduite par une réactivité renforcée des ministères. Ainsi, près de 70% des décrets n'ont toujours pas été pris, sans compter que la plupart des rapports prévus par la loi n'ont pas été rendus et que les instances qui devaient être créées, comme l'Observatoire des énergies renouvelables, n'existent toujours pas. Deuxième constat qui ressort de nos auditions, la nécessité urgente de rehausser les moyens humains et financiers des opérateurs de l'État, tels que le CEREMA, l'IGN ou encore les services instructeurs, mais aussi ceux des collectivités qui pâtissent d'un manque d'ingénierie. L'application de cette loi a également souffert de la disparition d'un ministère de plein exercice que nous n'avons pas pu auditionner. La prise en main de ce dossier par Bruno Le Maire, obsédé par le nucléaire, n'est pas de nature à nous rassurer, pas plus que les déclarations du fraîchement nommé Roland Lescure, qui ne voit pas où est l'urgence en la matière. Ce constat nous ramène au principal écueil de cette loi, l'absence de définition d'objectifs de déploiement des énergies renouvelables, et ce alors même que la France est à la traîne et que l'Union européenne a rehaussé les exigences par la directive RED III. Agnès Pannier-Runacher avait renvoyé cette question à la présentation avant le 1er juillet 2023 d'une loi de programmation énergie-climat, une loi qui n'a toujours pas été présentée aux parlementaires et dont l'échéance semble s'éloigner chaque jour. L'autre écueil majeur largement apparu dans nos travaux, c'est la planification largement improvisée puisqu'insérée en cours de navette. On demande ainsi aux élus de définir dans la précipitation des zones d'accélération censées correspondre à des objectifs qui n'existent pas et en cours de réactualisation. Quand bien même ces zones seraient définies, celles-ci devront être immédiatement revues lorsque la nouvelle PPE sera adoptée et revues une nouvelle fois lorsque la France transposera les exigences européennes relatives aux go-to areas. Tout cela est kafkaïen avec un risque souligné par le rapport d'épuisement des élus locaux qui ne se sentent par ailleurs pas accompagnés dans la mise en œuvre des consultations publiques. On se demande donc au final à quoi serviront ces zones que j'avais alors qualifiées de zones à quoi bon, d'autant que les incitations à s'y installer restent faibles. Cette planification déficiente résulte de la foi de la majorité dans la main invisible du marché, avec la consécration législative des contrats de gré à gré, les fameux PPA. D'un côté, on planifie dans la douleur des zones vides, de l'autre, on laisse les producteurs s'implanter là où ils veulent, décider à qui ils vendent leur électricité et à quel prix. Nous continuons de penser bien au contraire qu'il convient de renforcer la maîtrise de l'État dans le contrôle de la production énergétique et dans la définition des tarifs pour ne pas que nos concitoyens soient otages d'un marché de l'énergie hautement spéculatif. Je voudrais faire ici un focus particulier sur l'agrivoltaïsme. D'abord pour rappeler, comme la plupart des organisations d'agriculteurs auditionnées, la nécessité de garantir la souveraineté alimentaire de notre pays et éviter au maximum le changement d'affectation des sols qui reste la principale cause de perte de biodiversité. D'autant que le gisement d'accélération avec le photovoltaïque sur le bâti nous permettrait déjà de couvrir nos besoins en production d'énergie solaire, comme le rappelle l'ADEME. Au moment où les agriculteurs expriment leur ras-le-bol face à des revenus insuffisants, ne laissons pas croire qu'une partie de la solution résiderait dans la transformation des terres à vocation nourricière en terres de production énergétique. Sur ce point, le décret en consultation ne me semble pas équilibré, en permettant des taux de couverture bien trop élevés, de l'ordre de 40%, qui ne correspondent pas aux propositions faites par l'INRAE, qui tablait plus sur des taux de couverture ajustés allant de 20 à 25% et en laissant la porte ouverte à l'innovation. Par ailleurs, est renvoyée à plus tard la question de l'équilibre des relations entre énergéticiens, exploitants agricoles et propriétaires, qui sont pourtant fondamentales pour sécuriser à la fois les projets, mais surtout la vocation agricole et la transmission des terres. Notons enfin que le flou demeure entre la planification du photovoltaïque au sol et la planification des zones d'accélération. Pour finir, nous regrettons une nouvelle fois la procrastination du gouvernement sur les questions pourtant essentielles de partage de la valeur. Alors que la question d'une meilleure répartition de l'IFER était au cœur de nos débats parlementaires et devait être résolue par le projet de loi de finances, nous attendons toujours. Toutes ces raisons avaient conduit à l'époque le groupe LFI à voter contre ce projet de loi. À l'aune de ce rapport, les craintes que nous avions formulées ont été malheureusement confirmées. Pour autant, nous continuons de prôner un mix 100% renouvelable, cela à même de nous permettre de respecter nos engagements climatiques. Mais pour cela, il faudra plus que les décrets d'application d'une loi à laquelle le gouvernement et ses nouveaux alliés n'ont pas l'air de tenir beaucoup.